Nous avons l'immense plaisir de retrouver, ici à Luxor, l'égyptologue Karine Madrigal, qui depuis juillet 2010 étudie les 60 volumes de lettres et documents des frères Champollion déposés aux archives départementales de l'Isère. De par cette source d'une incroyable richesse, rien de ce qui lie les deux frères ne lui est étranger. D'une part, Jacques-Joseph Champollion-Figeac, l'aîné, et de l'autre, Jean-François Champollion, dit le Jeune. 12 ans les séparent. Jacques-Joseph sera le parrain de son jeune frère et son Pygmalion. Il l'aidera, l'assistera dans son éducation, ses études, ses recherches et dans sa quête obsessionnelle de la compréhension de l'écriture de l'Égypte ancienne. Ce travail acharné aboutira à la présentation, le 27 septembre 1822, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris, de sa fameuse Lettre à Monsieur Dacier, qui sera l'acte fondateur du déchiffrement des hiéroglyphes et par là même signera la naissance d'une nouvelle discipline, l'égyptologie. Jean-François a alors 32 ans. En 1824, il est envoyé en mission au musée de Turin afin d'établir le catalogue de la collection Drovetti. Puis, il retourne en Italie en 1826 pour estimer la collection Salt. Il y rencontre Ippolito Rossellini, qui devient son élève et son disciple. Le 15 mai 1826, il est nommé conservateur de la section égyptienne du musée Charles X, le futur musée du Louvre. Mais ce qu'il souhaite plus que tout, c'est se rendre en Égypte pour effectuer une mission scientifique. Et ce projet, enfin, se concrétisera. Donc, notre première question à Karine. Donc, l'expédition franco-toscane, commanditée par Charles X et le grand-duc de Toscane, quitte Toulon le 31 juillet 1828 à bord de l'Aiglé et débarque le 18 août 1828 à Alexandrie. C'est une victoire enfin pour Jean-François Champollion. Oui, Marie, c'est une victoire pour Jean-François Champollion parce que ce voyage, il en rêvait. Et c'est pendant le voyage en Italie où il a rencontré donc un de ses personnages qui sera un de ses protecteurs, donc le fameux duc de Blacas-d'Aulp. Et au cours de cette entrevue, il semblerait qu'il ait été question de mettre en place un voyage, qu'on ait parlé du voyage en Égypte. Et donc il y avait plusieurs possibilités, soit un voyage financé que par les Français, par le gouvernement français, soit un voyage plutôt européen. Et c'est la deuxième proposition qui a été adoptée, c'est-à-dire faire un voyage financé par deux pays. C'est pour ça qu'il y a eu l'expédition franco-toscane, donc moitié française, moitié italienne. Et pour lui, c'est vraiment enfin une victoire. Il y a eu la consécration par le Louvre, mais la victoire de pouvoir enfin fouler la terre des pharaons. Donc, comme tout passionné d'Égypte, fouler la terre des pharaons. Mais au-delà de ça, c'est surtout aller sur place pour pouvoir... Il était sûr de son système de déchiffrement des hiéroglyphes à 99%. Et il voulait aller sur place, se confronter aux textes anciens pour vraiment finaliser ce qu'il pensait et être sûr que son système fonctionnait. Donc c'est une nécessité d'aller en Égypte pour lui. Donc cette expédition franco-toscane, elle est dirigée côté français par Jean-François Champollion, côté toscan par Ippolito Rossellini. Et quelles sont les missions exactes qui sont confiées à cette mission ? Alors, il y a à peu près moitié-moitié de Français, moitié de Toscans. On a la chance d'avoir des documents conservés, notamment à la Bibliothèque nationale de France, et on a le règlement de l'expédition. Donc on voit que c'est quasiment militaire et on a des articles qui nous donnent les missions des uns et des autres. Donc Jean-François Champollion est chargé, c'est lui le chef de l'expédition. Son bras droit est Ippolito Rossellini.
Ensuite, on a les missions des uns et des autres. Donc, d'un point de vue scientifique, les relevés de texte, ce sera surtout Rossellini et Champollion, puisque ce sont les deux seuls qui maîtrisent les hiéroglyphes. Les autres sont chargés de faire les relevés des dessins, etc. Et après, ils ont double casquette, c'est-à-dire que l'un va en même temps être le médecin à bord, l'autre l'intendant, etc., etc. Et tout est défini dans ce règlement, qui est un document très intéressant et qu'on peut consulter aujourd'hui sur Internet. Donc on retrouve ainsi 7 Français, 7 Toscans, des érudits, des techniciens qui devront apprendre à vivre ensemble, apprendre à se comprendre parce qu'ils ne sont pas de la même nationalité. Donc qui sont-ils exactement? Comment va se passer l'ambiance dans cette mission, qui est une ambiance qui se... Enfin, voilà, c'est un temps qui sera long et difficile pour eux dans ce pays qu'ils ne connaissent pas en fait. Oui, et en plus, pas de la même génération non plus, puisqu'il y a des jeunes et des moins jeunes dans l'expédition. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on a les lettres, par exemple, de Jean-François Champollion à son frère, donc il nous raconte comment se passe l'expédition, et puis on a des documents des autres. On a des lettres et le journal de Nestor Lhôte, donc, qui est un des participants, qui fait partie des jeunes de l'équipe. On a aussi le journal d'Ippolito Rossellini, et quand on compare les deux, c'est assez marrant, et je pense à une anecdote où Jean-François dit que, parce que pendant 17 mois de voyage, il y a eu des frictions, fatalement, quand on vit ensemble comme ça. Et donc je pense à une anecdote où Jean-François Champollion dit à son frère que par moment, il est un peu difficile de faire travailler les jeunes, qu'ils sont un petit peu feignants, qu'il faudrait que... Voilà, il a du mal à les motiver. Et dans les jeunes, il y a Nestor Lhôte, et donc dans son journal, pour la même situation, il nous dit que Champollion est un tyran, qu'il n'arrête pas de les faire travailler, qu'ils n'ont pas un moment de libre. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre le juste milieu entre les deux, mais c'est assez rigolo de voir cette ambiance. Bon, malgré tout, visiblement, les choses se sont faites et ça s'est plutôt pas trop mal passé, oui. Donc d'Alexandrie à Wadi Halfa, jusqu'à leur retour 17 mois plus tard, c'est ce qu'on disait, donc l'aventure sera tout à la fois initiatique, scientifique, intellectuelle, laborieuse, merveilleuse, périlleuse aussi parfois. La navigation sur le Nil, souvent lente et parfois compliquée, les mènera vers une Égypte où les temples sont encore enfouis sous les sables, vers des tombes qui sont sombres, dans des hébergements sommaires, sans oublier la chaleur implacable, parfois le manque de vivres auquel succédait trop rarement un festin. Et tout ça va inexorablement un peu transformer malheureusement l'enthousiasme du début un petit peu en fatigue et en amertume. C'est ce que tu disais un petit peu finalement, bien que le résultat sera formidable. Il y a eu des... Oui, après, comme pour tout, sur 17 mois, il y a eu des moments plus ou moins faciles, des moments un peu de solitude aussi. Aussi sur le timing du voyage. Ils avaient prévu, par exemple, pour certains sites, de ne rester que quelques jours. Par exemple, dans Moyenne-Égypte, à Beni Hassan, au départ, ils ne devaient rester que quelques jours. Ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de choses à faire. Donc voilà, il fallait faire dans un temps très limité énormément de choses. Donc là, on peut certainement comprendre que Champollion a dû être un tyran, puisqu'il a dû demander beaucoup de travail à ses compagnons. Après, le manque de vivres, ça c'est aussi une autre anecdote qui m'a beaucoup fait rire. C'est que, alors je ne sais plus si c'est une lettre à son frère ou une lettre à son épouse, parce que j'ai lu les deux, où il explique qu'ils ont préparé tout un festin, qu'on leur a amené un morceau de crocodile à manger, et que ça n'a pas pu se faire. Et donc il termine la lettre, il signe, et puis après il met un PS en disant « Bon, en fait, on a bien fait de ne pas manger le morceau de croco parce que il avait tourné, et donc on s'est juste épargné des soucis d'indigestion là-dessus. » Il écrit aussi dans son journal que pour fêter le Nouvel An, ils avaient emmené une bouteille de ratafia, donc de liqueur de cerise. Le ratafia de cerise à Grenoble, c'est la spécialité. Et donc il dit qu'ils ont débouché la bouteille de ratafia pour fêter le Nouvel An. Dans la tombe de Séti Ier, dans la chambre funéraire, il organise une fête mangeante. Il appelle ça une fête mangeante pour ses compagnons en l'honneur de l'anniversaire de sa fille Zoraïde. Donc on imagine un festin
dans la chambre funéraire de la tombe de Séti Ier, chose impensable aujourd'hui. Mais bon, voilà, il y avait quand même des moments de détente. Ils sont aussi accueillis par les populations locales. D'ailleurs, il le dit, il essaye de s'échapper, parce que Champollion, c'est pas vraiment un joyeux luron, hein. C'est pas... C'est un travailleur. C'est un travailleur, et lui, il est venu en Égypte pour travailler. Et donc, il le dit à son frère, bon, il y a le chef du village qui est venu, qui m'a invité à telle soirée, j'essaye de m'échapper, mais politiquement, il faut quand même que j'y aille, mais ça me fait perdre du temps. Enfin bon, voilà, j'ai fumé la pipe avec lui, donc il y a de tout, il y a des moments sympathiques, des moments un peu plus de découragement, des moments merveilleux quand il découvre les temples de Karnak, de Luxor, des moments de chaleur intense quand il pénètre dans le temple d'Abou Simbel, où il nous dit qu'il a l'impression d'être à l'entrée de la porte d'un four, par exemple, parce qu'il fait très très chaud. Quand ils sont revenus et qu'ils étaient quand ils étudiaient les tombes de la vallée des rois, donc ils se sont installés dans la tombe de Ramsès IV. Dans un des courriers à son frère, il y a le plan de la tombe, et donc dans le grand couloir, dans la descendrie, donc sur le plan, on a des petits rectangles, donc ce sont les couchettes. Donc on sait où dormait Rossellini, où dormait Nestor Loth, où dormait Champollion, parce qu'il y a les noms. Lit de Rossellini, lit de Champollion, et on va marquer lit de la gazelle, lit du chat, donc les animaux de compagnie de l'équipe dormaient à l'intérieur de la tombe aussi, parce que, et ça il le raconte à son frère, ils avaient eu dans les premiers soirs la bonne idée de laisser un pauvre âne dehors, et le lendemain, l'âne, ils ne l'ont pas retrouvé parce qu'il s'est fait dévorer par un chacal ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc après, les animaux dormaient à l'intérieur. Mais on a du mal. Moi, hier, dans la tombe de Ramsès IV, j'ai essayé de m'imaginer la scène dans le couloir, d'avoir les lits sur les côtés. C'est vrai que j'avais un peu de... Enfin, je trouvais ça irréel au possible, vraiment. Ça devait être des conditions de vie difficiles, avec la chaleur, avec le manque d'eau. Ça devait pas être évident, hein. Oui, et puis pour les membres de l'équipe, Champollion a eu des problèmes de santé aussi. Il a souvent la goutte, des crises de goutte, enfin tout au long de sa vie. Donc là, voilà. À un moment, il dit que il doit aller sur un site et que il est vraiment pas en forme, et donc il le porte. Alors, on imagine un peu la scène où il est porté avec des couvertures, tout couvert. D'ailleurs, il le dit que les gens du village qui l'ont vu passer se sont demandé ce que c'était que cette énergumène, donc avec les couvertures pour aller quand même sur le site. Donc oui, non, ça a été une sacrée... C'était vraiment des aventuriers, hein. Oui, c'est vraiment... C'est vrai, c'était vraiment incroyable de vivre comme ça. Oui, c'était la grande aventure. Lui, ça a été la grande aventure de sa vie aussi. On a vraiment de toute façon, avec ces lettres, on a mais ça marche pour Nestor Loth aussi, on a vraiment tous les sentiments, on a le côté archéologique, on a le côté humain, et on vit avec Champollion ces 17 mois d'aventure, vraiment. Oui, effectivement, donc de juillet 1828, donc date de leur arrivée, à décembre 1829, on a vraiment, comme tu viens de le dire, donc les lettres de Champollion, celles de Nestor Loth, le journal de Rossellini, et puis aussi cette consécration, donc c'est la publication des monuments de l'Égypte et de la Nubie. Ensuite, on a eu les biographies d'Hermine Hartleben, de Jean Lacouture, d'Alain Faure, un récent ouvrage de Claudine Le Tourneur-Dison. Mais toi, Karine, dans les archives que tu étudies, tu découvres encore des tas de choses qui ne sont pas publiées et qui nous apprennent encore plus d'éléments ou d'informations sur cette mission franco-toscane, j'imagine. Oui, parce que alors, déjà, la plupart des chercheurs n'ont pas eu les archives. Alors, à part Hermine Hartleben, qui est la première biographe de Champollion, qui, elle, a eu les archives entre les mains. Sinon, les autres n'ont jamais eu les volumes d'archives entre leurs mains. Et il est vrai qu'ils ont à peu près toujours travaillé sur les mêmes documents et les mêmes sources. Et il est vrai qu'en ayant tous les documents entre les mains, ça nous permet d'avoir une autre vision et surtout d'avoir les deux côtés. Parce que souvent, on a eu les lettres de Jean-François qui ont été publiées, mais pas celles de Jacques-Joseph, de son frère aîné. Donc de voir les va-et-vient, ça nous montre encore une fois vraiment le duo indéfectible
un peu moins pour l'Égypte, beaucoup pour l'Italie et pour le déchiffrement, pour tout ça. Donc, et on suit vraiment, voilà, on suit toute l'histoire, toutes les péripéties. Et tu parlais de la consécration des monuments d'Égypte et de Nubie. Oui, mais c'est une publication posthume, malheureusement. Jean-François n'a pas eu le temps de le faire. Lui, il a amassé la documentation. Il est mort malheureusement pas longtemps après. Et c'est son frère qui a pris le relais et qui a publié les monuments d'Égypte et de Nubie. C'était une expédition franco-toscane. Ça devait être une publication franco-toscane. Malheureusement, avec la mort du déchiffreur, ça a donné une publication italienne par Rossellini et une publication française. Donc, Champollion, mais avec des relations qui n'étaient pas très bonnes entre les deux, finalement, après. Pas très bonnes. Il faut comprendre aussi Rossellini, qui était un peu sous pression de la part du gouvernement italien, qui voulait qu'il publie. Et de l'autre côté, Jacques Joseph traînait un peu les pieds. Et donc, à un moment, je pense que Rossellini a dû tellement être coincé que, de toute façon, il a publié. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu bête d'avoir les deux publications, mais bon, ça s'est fait comme ça. Par contre, pour le voyage, la grande consécration quand même, tu as évoqué la lettre à Monsieur Dacier de septembre 1822. Il y a la deuxième lettre à Monsieur Dacier, voilà, qui est tout aussi importante quand il est à Wadi Alpha pour souhaiter la bonne année. Donc pour le 31 décembre, 1er janvier 1829, il envoie à Monsieur Dacier une lettre et il lui dit « Je suis en Égypte et notre système fonctionne. Je me suis essayé à déchiffrer des textes d'époque récente, ça marche, mais surtout d'époque plus ancienne, d'époque pharaonique, et ça fonctionne. » Donc là, c'est la consécration finale de dire je suis en Égypte et ça fonctionne. Donc celle de 1829, pour moi, elle est aussi importante, si ce n'est plus que celle de 1822. Et on oublie souvent de la mentionner, cette deuxième lettre à Dacier. C'est vrai, tout à fait. Donc l'apport des connaissances liées à cette expédition et les publications qu'elle générera demeurent effectivement considérables, donc on vient de le voir. Mais par-delà, aujourd'hui nous sommes à Luxor, et comment ne pas être touché par l'émerveillement de Champollion, justement parce que tu viens de raconter là. Mais il ne faut pas oublier non plus son coup de cœur pour l'obélisque ouest du temple de Luxor, et aussi ici pour nous qui sommes à la mission aujourd'hui à la mission française de Malgata, il ne faut pas oublier que c'est lui, Champollion, qui va rebaptiser le tombeau d'Ozymandias en Ramesséum. Et oui, parce que on connaissait les rois égyptiens, mais par le passage de Manéthon et des Grecs. Donc on avait même nom, Ozymandias, Mithrak, Thutmosis. Et donc il est vrai que pour s'y retrouver là-dedans, c'était quand même pas simple. Et Champollion, dès le voyage en Italie d'ailleurs, dès 1824-26, retravaille sur justement ces chronologies de rois et travaille énormément sur la 17, 18 et surtout 18-19e dynastie. Il fait un beau mélange entre tous les Ramsès jusqu'au voyage en Égypte. Donc quand il parle de Ramsès II, parfois en fait c'est Ramsès Ier, c'est Séti Ier, c'est Ramsès III. Enfin bon, il se mélange un peu les pinceaux, mais c'est normal. Et c'est quand il est en Égypte qu'il arrive à recadrer les choses. Effectivement, quand il arrive au tombeau d'Ozymandias, il lit les cartouches et il se rend compte que c'est pas du tout, ça n'a rien à voir, et il lit Ramsès. Donc pour lui, voilà, il l'identifie comme étant le Ramesséon, donc Ramesséum pour nous aujourd'hui, et depuis on a gardé le nom qui a été donné par Champollion. Donc c'est assez émouvant de le faire, oui, tout à fait. Bien sûr, c'est émouvant. Alors on sait que quand il arrive à Alexandrie, Champollion pense qu'il prendra une des aiguilles de Cléopâtre, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Non, il n'en veut pas. Il en veut pas. Au début, c'est ce qui devait se passer. Oui, tout à fait. Ensuite, quand il arrive au temple de Luxor, il tombe red dingue de cet obélisque. Oui, au départ, c'était vraiment, c'était les aiguilles de Cléopâtre. Et bon, il était moyen motivé. Et effectivement, quand il est arrivé à Karnak, à Luxor, quand il a vu les obélisques de Karnak et ceux de Luxor, il s'est dit, bon, les aiguilles de Cléopâtre à côté, c'est vraiment
bah, c'est nul, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus prestigieux. Et pourquoi ceux de Luxor et pas ceux de Karnak? Parce que certes, il les trouvait plus beaux, mais en meilleur état aussi pour être transportés. Et on était aussi dans la période où il fallait ménager entre les Français et les Anglais. Et quand il a repéré ceux de Luxor, avec le consul, avec... donc par rapport à Mehmet Ali, il avait... Il avait dit au consul français, écoutez, pour la France, il faudrait qu'on récupère les obélisques de Luxor, ils sont transportables. Ceux de Karnak le sont moyennement. Et comme il faut un cadeau, s'il y a un cadeau pour la France, il faut un cadeau pour les Anglais, eh bien, essayez de glisser à l'oreille du pacha qu'il offre aux Anglais les obélisques de Karnak. Parce qu'il savait pertinemment qu'il ne les transporterait jamais. Donc c'était un peu un cadeau empoisonné. Et donc il avait repéré effectivement l'obélisque qui est de droite, donc celui qui est manquant aujourd'hui. Malheureusement, lui il l'a repéré. Il a envoyé des courriers à son frère pour qu'il commence à Paris à organiser un peu l'affaire. Il est mort en cours de route. Et dans les archives, j'ai les courriers, toutes les tractations pour cet obélisque. Et donc c'est un peu Jacques Joseph qui a finalisé le dossier. Il y a le commandant du vaisseau, Verninac, Lebas, qui écrivent à Jacques Joseph. Donc on a toutes les infos. Et si je peux juste glisser un mot, il y a quand même eu une pépite dans ces courriers que j'ai trouvés et que personne n'était au courant de cette affaire. C'est que pendant les mois où, quand ils ont abattu l'obélisque, ils l'ont chargé donc, sur le bateau, on était en période de décrue, donc il fallait attendre la crue pour remettre le bateau à flot. Et donc l'équipage s'ennuyait et a décidé d'aller se promener dans la région thébaine. Et visiblement, ils sont allés du côté de Der El Médine. Ils se sont fait accompagner. Ils sont allés faire des petites fouilles. Et puis, ils ont ramené un objet assez encombrant qu'ils ont chargé dans le bateau, qu'ils ont ramené en France. Et à la base, pour être vendu au gouvernement français, qui, pour des diverses raisons politiques, financières, n'a pas voulu l'acheter. Cet objet a disparu de la circulation. Et quelques temps après, on l'a retrouvé au British Museum. Et il s'agit en fait du cercueil de la divine adoratrice Ornes Neferi-Bré. Donc ce magnifique cercueil qui est au British Museum, il faut savoir qu'en fait, il a été emmené sur le même bateau, sur le Luxor, le même bateau qui a transporté l'obélisque de la Concorde. Et mais tu as fait une étude sur... Et j'avais fait une étude parce que j'avais tous les documents entre les mains dans les archives. Et et j'ai publié cet article, donc qui est en ligne. Je l'ai publié chez Enim, donc qui est la revue de Montpellier. Et il est complètement consultable gratuitement, téléchargeable. Voilà. Donc ça a été une des surprises de l'étude des archives Champollion. Dans les formules, les citations de Champollion, il y a la fameuse citation « Je suis tout à l'Égypte, oui. Elle est tout pour moi ». Alors je casse le mythe à chaque fois, je suis désolée, mais parce que j'ai eu la lettre entre les mains et la citation, la phrase elle est tronquée. La citation c'est « Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi et je désespère car je n'ai pas de nouvelles de France ni d'Europe depuis des semaines ». Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, il est tout à l'Égypte, elle est tout pour lui parce que ça fait des semaines qu'il envoie des lettres à son frère, à sa femme et à d'autres. Et comme le courrier met longtemps à être acheminé, en fait, il n'a aucune information. Donc voilà. Et cette citation l'a complètement coupée, tronquée, et on a gardé que... C'est pas une déclaration d'amour en fait. C'est pas vraiment une déclaration d'amour à l'Égypte. Après, il écrit, il y a des lettres à son épouse qui sont très touchantes. Alors, il raconte quand même pas les mêmes choses à sa femme et à son frère. Son frère, il lui raconte l'aspect scientifique. Sa femme, il lui raconte plutôt l'aspect vie quotidienne. Et je trouve ça très touchant parce qu'il demande des nouvelles de la petite Zoraïde, donc de sa fille. Et à un moment, il dit à sa femme, je ne sais s'il ne l'appelle pas la mignonnette, dit à la mignonnette que si elle est très sage avec sa maman, je lui ferai confectionner un habit typique et je lui ramènerai un habit. Et il demande à sa femme de prendre une corde et de faire des nœuds
sur une corde pour donner la taille, donc la hauteur, la largeur, les mensurations en fait de Zoraïde, pour lui faire confectionner un petit costume. Alors je sais pas si ça s'est fait ou pas, mais je trouve ça très touchant. Voilà, c'est très mignon. Bon. Si, il y a la grande déclaration, mais pas pour l'Égypte, hein, là c'est pour les Dauphinois. Voilà, où il écrit à son ami Augustin Thévenet, son ami d'enfance grenoblois, où il lui dit que même s'il a une barbe de capucin, qu'il est habillé localement, qu'il est au fin fond de l'Égypte, il se sent toujours dauphinois endiablé. Voilà, alors celle-ci, oui, celle-là, elle est bonne de citation, on la garde. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très sympas à découvrir et à avoir. Ah ouais.